Faire un enfant, ce n'est pas une question d'envie, c'est un véritable projet de vie. Et comme toute chose précieuse, cela se prépare. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être abonné à la chaîne de santé iNature Plus. Merci de regarder l'émission Conseil Santé. Nous parlons toujours de la fertilité et de la préparation à la grossesse. Comment apprêter son corps à donner la vie? Comment vivre une grossesse en bonne santé et accoucher sereinement? Pour nous éditer cette thématique, nous recevons le docteur David Nepou, médecin, gynécologue obstétricien et médecin de santé publique. Bonjour docteur. Bonjour mon cher. C'est un réel plaisir et un honneur de vous accueillir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Docteur, déjà, c'est quoi la médecine obstétrique et quelles sont les missions d'un spécialiste de ce domaine? Alors, la gynécologie obstétrique, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui regroupe deux grandes spécialités. Nous avons d'une part la gynécologie qui, elle, va s'occuper de la santé de l'appareil génital féminin dans son ensemble en absence de grossesse. Nous avons de l'autre côté l'obstétrique qui elle va s'occuper de la grossesse, c'est-à-dire du suivi de la femme enceinte, de l'accouchement et du suivi après l'accouchement. Dans ce qui concerne la gynécologie, il y a plusieurs axes. La première axe de la gynécologie, c'est la prévention. Donc, le gynécologue va se tenir en amont des pathologies qui peuvent toucher l'appareil génital féminin. Il va donc faire le dépistage. S'il y a des pathologies qui nécessitent un traitement, il va traiter ces pathologies. Et le gynécologue peut, dans ce contexte, aussi faire des opérations chirurgicales pour prendre en charge cette maladie. En ce qui concerne l'obstétrique, le gynécologue, lui, il va faire un suivi avant la grossesse. Il va faire le suivi pendant la grossesse pour s'assurer que votre grossesse se poursuive normalement. Et il va s'assurer que vous ayez un accouchement dans les règles de l'art. Et après l'accouchement, le gynécologue obstétricien va s'assurer que le système de la femme revient dans sa physiologie normale avant l'accouchement. Ok, merci docteur. On va entrer dans le vif du sujet. Docteur, on parle généralement de la grossesse, mais rarement de ce qui se passe avant. Est-ce que de la même manière que nos mamans préparent le champ à la semence, on devait également préparer son corps à tomber enceinte? Bien évidemment, faire un enfant, c'est un projet. Et tout projet doit se préparer. Il doit y avoir des préparations du point de vue de la mère et du point de vue de l'homme aussi qui s'apprête à devenir père. L'homme également. L'homme également, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne la femme, comment est-ce qu'une femme se prépare? Alors, il y a des bilans qui doivent être faits normalement avant tout projet de conception. Les bilans sur le plan morphologique. Normalement, une femme qui se prépare à accueillir une grossesse doit pouvoir faire, en ce qui concerne les bilans morphologiques, au moins une échographie pour détecter s'il y a des pathologies comme des myomes qui peuvent avoir un impact sur sa grossesse. Au niveau des bilans sanguins, une femme qui se prépare à accueillir une grossesse doit faire, par exemple, le groupe sanguin Rhésus pour pouvoir connaître son groupe sanguin et celui de son partenaire pour éviter les incompatibilités qui peuvent nuire pendant la grossesse. Elle doit faire, par exemple, l'électrophorèse pour pouvoir savoir si elle est porteuse du gène de la drépanocytaire et si le partenaire est aussi, pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Toujours parlant de la préparation de la femme à devenir une mère, la femme doit pouvoir contrôler un certain nombre de choses avant de s'apprêter à devenir mère. Par exemple, si nous avons une femme qui est en surpoids, il serait préférable pour elle de perdre du poids avant de concevoir, vu qu'on sait que la prise de poids, par exemple, peut avoir un impact sur la fertilité et que le poids aussi peut avoir un impact sur les pathologies qui vont survenir pendant la grossesse. Dans le même ordre d'idée, elle doit stopper tout ce qui peut être nuisible pendant la grossesse, notamment si elle est alcoolique, elle doit arrêter l'alcool. Si elle prend du tabac, elle doit arrêter. Et tout ce qui est autre drogue. De manière modérée ou arrêter totalement. Arrêter totalement ce qui peut être nuisible pour la santé de la mère. Vous avez parlé de l'alcool, vous avez parlé des cigarettes, tabac et autres. Oui, toutes les autres drogues. Alors, on doit aussi rechercher chez les femmes qui veulent concevoir
certaines infections qui peuvent avoir un impact ou créer même des malformations chez le bébé. Notamment, on peut citer le toxoplasmose, la rubéole, le cytomégalovirus, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont les maladies qui peuvent être transmises à l'enfant si la mère est porteuse. Et chlamydia et autres aussi, Le chlamydia, un chlamydia par la grossesse peut effectivement entraîner des problèmes chez le bébé ou le problème même pendant la grossesse. Donc, toutes ces pathologies doivent être détectées avant et traitées pour mieux préparer le projet de conception. Et l'homme n'est pas en reste, il faut que chez l'homme aussi il y ait une certaine préparation. Donc, l'homme aussi doit arrêter, de même que la femme, l'alcool, le tabac, qui peuvent avoir un impact sur la spermatogénèse et donc créer des problèmes lorsqu'on veut concevoir. Voilà. Ça veut dire qu'un homme qui boit et qui fume, par exemple, n'aura pas un sperme de bonne qualité, c'est ça? Évidemment, un homme qui fume et qui boit aura une altération. Ça peut entraîner des altérations au niveau de son spermogramme. Donc, si on veut être sûr qu'on n'aura pas de problème pendant la conception, il serait peut-être mieux, il est mieux, pas peut-être, il est mieux de stopper tous ces éléments qui peuvent être nuisibles avant le projet de conception. Okay. Donc, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le surpoids. Quelle peut avoir l'implication d'une femme en surpoids? Alors, le surpoids, ou disons l'obésité, peut avoir un impact sur la fertilité. C'est-à-dire une femme qui a un excès de poids aura des difficultés à concevoir plus qu'une autre qui a un indice de masse corporelle normal. Mais encore, cette femme-là, si elle réussit même à avoir une grossesse, elle est à risque de développer certaines complications pendant la grossesse, notamment l'hypertension artérielle, la prééclampsie, l'éclampsie, tout le monde en a entendu parler, et le diabète. Donc, il est préférable pour les femmes qui sont en surpoids, en obésité, d'essayer de perdre du poids avant le projet de conception. Docteur, est-ce que trop penser à bébé peut bloquer la grossesse? Je voulais qu'on évoque ici l'aspect psychologique. Alors, il est prouvé que le stress a un impact négatif sur la conception. C'est-à-dire, si une femme veut concevoir, il est bien que celle-là soit dans un contexte où il n'y a pas un poids psychologique qui aura un impact sur cette conception-là. Donc le stress a effectivement un impact négatif sur la conception. Ok, merci docteur. On va revenir sur l'homme. C'est un débat qui anime très souvent les conversations. Est-ce qu'un homme de 70 ans, par exemple, peut faire un enfant? Et si oui, quel reste le bébé? Alors, on a tendance à dire chez nous en Afrique que l'infertilité est un mal que nous considérons toujours féminin. Donc, chez nous, on a tendance à penser que les hommes n'ont pas de problème de fertilité et que généralement, un homme peut avoir des enfants jusqu'à X âge. Jusqu'à sa mort. Voilà. Cela peut être vrai dans une certaine mesure. Mais il faut savoir que dans les couples qui ont les problèmes de fertilité, d'environ 30% des cas, c'est l'homme qui est à l'origine de ces problèmes-là. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'un homme de 70 ans peut concevoir? Oui. Parce que l'andropause chez l'homme, qui est le correspondant de la ménopause chez la femme, est théorique. Chez l'homme, la spermatogénèse ne s'arrête pas. À moins qu'il y ait une autre anomalie qui va venir altérer la spermatogénèse, un homme peut avoir des enfants jusqu'à 70 ans. D'ailleurs, il y a des hommes dans notre contexte qui ont des enfants de 70 ans. D'accord. Donc, pas besoin de consulter à 80 ans de manière naturelle. Docteur, maintenant qu'on a compris l'importance de la préparation avant la grossesse, on va parler de la grossesse proprement dite. Déjà, comment est-ce qu'une femme devrait se rassurer qu'elle est enceinte? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas eu ses menstrues pendant 1 mois, 2 mois qu'elle doit se position? Alors, ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas ses menstrues qu'elle est forcément enceinte. L'absence de menstrues n'est pas synonyme de grossesse. Effectivement, ce n'est pas synonyme de grossesse. L'aménorrhée, dans l'absence de règles, peut avoir plusieurs étiologies. Certaines peuvent même être pathologiques.
Maintenant, en ce qui concerne les aménorrhées physiologiques, c'est vrai que dès qu'une femme qui est en âge de procréer, qui est sexuellement active, n'a pas de rapport, si elle a une aménorrhée, on a tendance à bloquer en premier lieu une grossesse. Mais comment savoir qu'on est enceinte avec certitude? C'est simple, de faire un test de grossesse. Généralement, dans le commun, les gens ont tendance à dire que non, lorsqu'on est enceinte, il faut attendre 3 mois avant d'aller à l'hôpital. Ce qui est un problème réel. Parce qu'il faut savoir, la première fois qu'une femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle doit aller à l'hôpital. Cette constatation-là va permettre au gynécologue obstétricien de donc, dès le premier mois, docteur, alors dès qu'elle constate qu'elle n'a pas de menstrues, elle doit se rendre à l'hôpital. Dès qu'elle constate qu'elle n'a pas de menstrues, elle doit se rendre à l'hôpital. Vous allez comprendre que le fait de se rendre à l'hôpital peut éviter certaines drames que nous vivons. Cette constatation que vous allez faire dès que vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte ou lorsque vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vu vos règles, va permettre au gynécologue obstétricien de vous confirmer qu'effectivement vous êtes enceinte, parce qu'en vous examinant, il y aura des signes qui vont montrer que si je peux avoir une grossesse. Il va demander une échographie qui lui va permettre de localiser votre grossesse. Donc, il va confirmer que vous êtes effectivement enceinte. Et deuxième chose, que la grossesse est là où c'est censé être. Donc, c'est le médecin qui est censé attester que vous êtes enceinte. J'insiste sur le fait que le médecin doit confirmer aussi la localisation de la grossesse. Parce que l'une des premières causes de décès au premier trimestre de grossesse, ce sont les grossesses extra-utérines. Les gens ont tendance à se rendre à l'hôpital après 3 mois. C'est-à-dire à plus de 12 semaines d'aménorrhée. Alors que la plupart des grossesses extra-utérines vont se rompre avant 12 semaines. Donc le fait de se rendre à l'hôpital va permettre d'éviter ce drame-là. Si la grossesse n'est pas à la place où c'est censé être, donc sur une grossesse extra-utérine, le gynécologue va poser le diagnostic et il va faire la prise en charge adéquate, qui généralement est très simple lorsque c'est diagnostiqué précocement. Donc on n'attend pas pour aller à l'hôpital. Dès qu'on a l'absence de règles, on se rend à l'hôpital consulter. Docteur, à ce jour, est-ce que les causes des grossesses extra-utérines ont été établies? Oui, c'est connu que la principale cause des grossesses extra-utérines, ce sont les infections. Les femmes qui ont traîné les infections pendant longtemps. Voilà. Parfois sans s'en rendre compte. Parfois sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il est important de consulter lorsqu'on a des signes de la gynécologie qu'il faut consulter. Si on pose un diagnostic, on le soit. Notamment, c'est prouvé, le chlamydia, le mycoplasme vont créer des altérations au niveau de la trompe. Ce qui va ralentir le déplacement de l'œuf. Et généralement, l'œuf va se retrouver dans la trompe au 5e, 6e jour et va s'y implanter. Résultat, grossesse extra-utérine. Et le drame chez nous, c'est que ça finit toujours grossesse extra-utérine rompue, on opère, généralement c'est une ablation de cette trompe-là. Ce qui va encore diminuer le risque de concevoir plus tard. Étant donné qu'en médecine, l'antécédent, le premier facteur de risque d'une pathologie, c'est l'antécédent de cette pathologie-là. Ça veut dire qu'une dame qui a eu à faire une grossesse extra-utérine a encore risque d'en faire une autre. Quelle peut être la probabilité, docteur? Plus de 30%. Une dame qui a fait une grossesse extra-utérine a plus de 30% de chance d'en refaire. Donc, à ce jour, il n'y a pas de gestes qui permettent une continuité de la grossesse quand le diagnostic extra-utérine a été posé. Non. Une grossesse extra-utérine proprement dite ne peut pas, on ne doit pas laisser qu'elle évolue. Laisser que cette grossesse évolue, c'est mettre en danger cette femme-là. C'est vrai qu'il y a une entité qu'on appelle grossesse abdominale, qui est un type de grossesse extra-utérine. Il y a des cas qui ont été reportés où l'enfant est allé jusqu'à terme. Mais la prise en charge dans ce cas demeure toujours un défi pour l'équipe médicale qui prend en charge. Grossesse extra-utérine, prise en charge. Lorsqu'on dit grossesse extra-utérine, il n'y a aucune possibilité de dire que non, on va voir si la grossesse va évoluer. Donc si quelqu'un vous dit qu'une grossesse extra-utérine peut évoluer, c'est du charlatanisme. Rien d'autre. C'est qu'il faut préserver la santé de la maman.
Docteur, est-ce que les examens comme l'échographie sont forcément indispensables? On a vu des mamans, n'est-ce pas, qui ont considéré que ce n'est pas très important. En prenant des exemples concrets, vous êtes neuf à la maison, je n'ai jamais fait une échographie, vous n'avez eu aucun problème. Est-ce qu'elle devrait prendre en compte ce genre de conseils ou alors les rejeter? Vous avez dit d'entendre que nous sommes aussi médecins de santé publique. On ne peut pas prendre l'exemple d'un patient pour généraliser à toute une population. Ce n'est pas parce que maman a fait 9 gestes sans jamais faire d'échographie que ça va être pris comme étant un exemple. On ne demande pas de faire des échographies de façon abusive, non. Mais les échographies ont des rôles. Et à chaque trimestre de grossesse, chaque échographie demandée a un rôle qui est bien précis. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il fallait, à la première constatation, localiser la grossesse, savoir à quel endroit la grossesse se trouve. Même s'il est vrai que cliniquement, lorsque le gynécologue vous examine, il peut savoir si la grossesse est intra ou extra, il va voir si l'utérus est augmenté de taille et tout ça, il va voir s'il y a une masse anictielle. Il n'en demeure pas moins que c'est l'échographie qui viendra montrer une image réelle. Et l'échographie au premier trimestre permettra, par exemple, de faire un diagnostic ou au moins de suspecter, par exemple, un syndrome, une trisomie 21, en mesurant, par exemple, la clarté buccale au premier trimestre, autour de la 12e semaine. L'échographie du deuxième trimestre, quant à elle, va permettre de rechercher les anomalies que le fœtus puisse avoir. C'est une échographie dite morphologique où le praticien, parce qu'il faut savoir que les gynécologues font aussi des échographies pour certains, il va aller de la tête au pied du bébé qui est dans le ventre. Il va regarder est-ce qu'au niveau de la tête, j'ai une anomalie, est-ce qu'au niveau du tronc, au niveau des membres. Donc ça évite d'être surpris. Plusieurs fois, on a vu sur les réseaux sociaux, un enfant né, ça m'a une donnée. Ce sont des choses que si on fait des échographies, on ne va pas se retrouver dans cette situation-là. On saura avant que l'enfant a une anomalie. Et au troisième trimestre, la dernière échographie va permettre d'évaluer le poids. Même si c'est aussi vrai qu'il y a les techniques cliniques qui permettent d'évaluer le poids, mais cette échographie permet de donner un poids approximatif, ça va permettre de nous donner la position du placenta, ça va permettre de nous donner est-ce que l'enfant a un circulaire ou deux circulaires du cordon, et ça va aussi permettre, même si on veut, d'évaluer le bien-être fœtal grâce à ce qu'on appelle le score biophysique de Manning. Donc les échographies, ne pas demander à nous prendre, mais au moins 3 permettent de s'assurer que la grossesse se déroule comme on veut. Beaucoup de familles sont intéressées par le sexe de l'enfant. À combien de mois qu'on peut déterminer avec précision le sexe de l'enfant, ou alors si une grossesse est jumelée? Alors, le sexe de l'enfant est vu pendant l'échographie morphologique, autour de la 22e, 28e semaine. Mais il faut savoir que certains praticiens peuvent voir le sexe du bébé bien plus précocement que ça. Ça dépend de la présentation du fœtus, parce qu'il faut savoir, le principe c'est de pouvoir voir entre les jambes du bébé. C'est ça le principe. Donc, on peut faire une échographie à 15 les enfants qui ferment carrément les jambes. Exactement, les enfants qui ferment carrément. Mais on peut faire une échographie à partir de 16 semaines et on voit le sexe. Mais l'âge recommandé pour faire une échographie morphologique, c'est autour de la 24e semaine. Et à ce moment-là, normalement, on voit le sexe. Vous avez beaucoup parlé du médecin. Quelle est la place que joue la femme, la sage-femme dans le processus de prise en charge de vie? Alors, le gynécologue et la sage-femme travaillent de pair. La sage-femme peut prendre en charge une grossesse dans son entière. D'ailleurs, ce n'est pas dans tous les hôpitaux où on a qu'il y a des gynécologues. La sage-femme peut effectivement suivre une grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais il y a des cas particuliers où la sage-femme doit orienter vers le gynécologue obstétricien. Donc il y a des grossesses qui sont dites grossesses à risque. Si on a une femme qui a par exemple été déjà opérée, elle a subi une césarienne, 2 césariennes, ce n'est pas une femme qui doit être suivie par une sage-femme. Si c'est une femme qui développe des complications, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, elle doit être orientée vers la sage-femme, vers un médecin
un médecin gynécologue obstétricien qui lui est son supérieur sur le plan de la hiérarchie, ça veut dire que il y a un certain nombre de grossesses qu'elle peut suivre, mais dès qu'il y a un certain type de complications, elle doit envoyer chez le gynécologue obstétricien. Ok, merci docteur. Beaucoup de femmes enceintes se plaignent des maux comme les nausées, les jambes lourdes, la fatigue. Est-ce qu'il y a des astuces naturelles que vous pouvez leur proposer pour, je vais dire quoi, calmer, ou alors il faut forcément venir à l'opération, viendra peut-être toutes les semaines? Bon, dans notre contexte, il faut savoir que chacun a ses médicaments de grammaire. Dès qu'on va dire, tel va dire, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Oui. C'est pour ça qu'on n'aime pas souvent dire aux patients qu'il faut, pour tel mot, dire telle chose. Mais c'est quand même prouvé que, par exemple, pour les nausées, il y a des mélanges comme le gingembre, peut-être avec du citron, qui peuvent réduire les nausées. C'est connu que pour les jambes lourdes, si on fait des bains froids, si on soulève les jambes, ça peut améliorer. Mais il faut savoir qu'à l'hôpital aussi, nous avons les médicaments disponibles en pharmacie. On a aussi des médicaments qui permettent de prendre en charge ce genre de petits maux qui peuvent se venir pendant la grossesse. Ok. Docteur, on a remarqué que beaucoup de femmes enceintes n'est-ce pas, se cachent derrière la grossesse pour ne pas toujours assurer leur devoir conjugal. Est-ce que la fréquence des rapports sexuels devrait diminuer pendant la grossesse? On dit que la grossesse n'est pas une maladie, non? Bon, en effet, la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état physiologique. C'est peut-être un état qui est passager, mais c'est un état physiologique. Est-ce que pendant la grossesse, on ne doit pas avoir de rapport sexuel ou est-ce qu'on doit diminuer la fréquence? Pour une grossesse qui se passe normalement, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de rapport sexuel. Pour une grossesse qui se passe normalement. Mais il peut y avoir des cas. Si on a une femme qui développe des menaces d'avortement, menaces d'accouchement prématuré, si une femme qui a des placentas, un placenta qui est bas inséré, un placenta prévient, si une femme qui saigne pendant la grossesse, le médecin peut être amené à dire stop les rapports sexuels. Mais il faut savoir qu'il y a des études faites par certaines de nos mères, ici au Cameroun, qui ont montré que le fait d'avoir des rapports sexuels au 3e trimestre de la grossesse favorisait l'accouchement. Ça va faire que les rapports sexuels vont faire qu'il y aura une maturation du col, ça va faire qu'il y aura un accouchement favorable par voie basse. Donc les rapports sexuels peuvent avoir un impact plutôt même que c'est conseillé, voilà, pendant la grossesse. Mais retenons aussi que le rapport sexuel, il faut qu'il y ait un peu de consentement, il faut qu'il y ait de l'envie. Donc la grossesse, bien que ce soit un état physiologique, ça peut être parfois compliqué pour les femmes. Donc on invite les hommes à un peu plus de compréhension. Merci docteur. Docteur, est-ce qu'il y a une façon particulière de s'alimenter ou alors de s'hydrater lorsqu'on est enceinte? On dit très souvent que la femme enceinte doit manger pour 2. Est-ce normal de le dire? La femme enceinte doit manger pour 2. Oui, elle construit un nez. Mais l'alimentation de la femme, quand c'est concerne la grossesse, ça commence même avant. Avant la conception, une femme doit prendre des aliments qui sont riches en certains types de fruits. Par exemple, favoriser la croissance du bébé. Par exemple, les supplémentations qu'on fait aux femmes, par exemple l'acide folique, ça doit être débuté 2 mois avant la conception. Pendant la grossesse, 2 mois avant la conception, on a dit dès l'entame que c'est ton projet. Et dans le projet, on ne sait pas comment on dit que je suis en train de se supprimer. Non. Lorsqu'on sait qu'on va concevoir, on sait que si une femme a une supplémentation en acide folique avant la grossesse, ça va diminuer le risque, par exemple, de développer ce qu'on appelle les spina bifida. Ça va diminuer le risque de développer ça. Pendant la grossesse, la femme doit privilégier les protéines nécessaires au développement du bébé, les aliments riches en fer, les poissons, les légumes, les épinards, les aliments riches en calcium, les produits laitiers. Donc, elle doit privilégier tout ce qui va permettre un bon développement du bébé. Donc, produits riches en fer, produits riches en calcium, produits riches en vitamine D et les protéines.
Qu'est-ce que la femme doit éviter pendant la grossesse? Oui. De manger trop gras. De manger trop gras. Parce qu'une prise de poids excessive pendant la grossesse peut être problématique aussi. Mais on a aussi dit tout à l'heure, elle doit aussi éviter tout ce qui est alcool, tabac, donc elle doit aussi éviter tout ça. Mais il ne faut pas manger trop gras pendant la grossesse pour éviter une prise de poids excessive. Docteur, on suppose que la science évolue. À ce jour, est-ce qu'une femme ou alors un couple peut décider du sexe de leur bébé? Ou alors c'est juste une affaire de probabilité? C'est une affaire de probabilité. Il n'y a pas de technique de nos jours, à moins que ceux qui font les manipulations dans les procréations médicalement assistées. Vous allez peut-être nous décevoir, docteur. Mais si on revient dans un contexte vraiment naturel, on n'est pas dans la manipulation en laboratoire, il n'y a pas de technique pour avoir une fille ou un garçon. Tout ce qu'on raconte, il faut faire des rapports tel jour. Non, il n'y a aucune preuve sur le plan médical jusqu'à présent. Aucune preuve. Donc, il faut savoir que c'est un tirage avec remise. Ça veut dire que tu peux tirer que les garçons, que les garçons, que les garçons. Un autre peut tirer que les filles, que les filles, que les filles. Donc là-bas, c'est la providence qui décide. Pareil pour le nombre d'enfants, je peux décider, mais il faut absolument les tripler l'année prochaine. Bon, pour le nombre de fœtus qu'il faut apporter sur une grossesse, les grossesses gémellaires, les grossesses 2, 3, il y a des éléments qui peuvent influencer le fait d'avoir un bébé dans le ventre, d'avoir deux. Il y a des éléments naturels. Par exemple, c'est connu que les gens qui ont dans leur famille, notamment la famille maternelle, les antécédents gémellités, c'est-à-dire que si ma grand-mère a fait ma grand-mère maternelle a fait les jumeaux, ma mère en a fait, la femme aussi peut en faire. C'est connu. C'est connu au Cameroun, par exemple, qu'il y a des tribus qui font plus de jumeaux que d'autres. C'est connu, les Bamileke, les Boulous font plus de petits, ils font plus de grossesses gémellaires que d'autres. Ça, c'est connu, ça, c'est des éléments naturels. Maintenant, il y a des médicaments qui peuvent augmenter le risque d'avoir des grossesses gémellaires. Il y a certains médicaments qu'on va donner chez les femmes qui veulent concevoir pour faire ce qu'on appelle les stimulations ovariennes. Sans risque, c'est-à-dire? C'est-à-dire un médicament que vous prescrivez et qui n'aura pas de risque sur un risque présent au futur sur la santé de la mère. Non. Ces médicaments, lorsqu'ils sont donnés à de bonnes posologies, il n'y a pas de risque. Mais ce n'est pas dit que parce qu'on prend ce médicament, on aura forcément une grossesse gémellaire ou une grossesse petite. C'est pour augmenter les chances. Et en réalité, on ne les prescrit pas pour augmenter les chances d'avoir une grossesse gémellaire. On les prescrit chez les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Mais c'est connu que ces médicaments peuvent entraîner plus de grossesse gémellaire. Donc on va parler sur doser une dame en médicament juste parce qu'elle a décidé qu'elle veut des jumeaux. Voilà. Et c'est aussi connu que ceux qui passent par la procréation médicalement assistée ont plus de chances d'avoir des grossesses gémellaires, voire triples, voire les quadruplés, que des femmes qui font des conceptions naturelles. Docteur, est-ce qu'il y a des activités à privilégier ou alors à proscrire pendant la grossesse? Alors, pendant la grossesse, est-ce qu'il y a des activités à proscrire? Le sport, par exemple. Si vous entendez par activité de sport, effectivement, il y a des sports qu'il ne faut pas faire pendant la grossesse. Pendant la grossesse, il faut éviter les sports d'impact à cause du traumatisme. On va parler de la boxe pendant la grossesse. Naturellement. Il faut éviter les activités qui peuvent entraîner des chutes. On va parler de du vélo pendant la grossesse. On va parler de du patin pendant la grossesse. Il faut éviter les activités qui vont, par exemple, augmenter trop de température, par exemple le sauna et tout ça. Par contre, il faut favoriser les activités qui vont favoriser la circulation sanguine. Par exemple, la marche. 30 minutes de marche par jour, c'est bien. Il faut favoriser des activités comme la natation, des activités comme le yoga. Vous voyez que ces activités qui ne sont pas très agressives, un peu douceur. Donc la marche, la natation, le yoga, c'est bien pendant la grossesse.
Docteur, est-ce qu'une femme qui pendant la grossesse dort bien, mange bien, n'a aucun bobo, elle vit une vie normale, est-ce qu'elle devrait toujours aller en consultation normale qui ressent des malaises un peu? Alors, le rôle de la consultation prénatale, ce n'est pas seulement de soigner lorsqu'il y a une maladie. La consultation prénatale, le premier rôle, c'est que ça a un rôle préventif. Et quand on dit préventif, ça veut dire qu'on n'y va pas parce qu'on est malade. On y va parce qu'on ne veut pas être malade. Donc effectivement, qu'une femme ait des bobos ou non pendant la grossesse, elle doit respecter ses jours de rendez-vous chez son gynécologue obstétricien. C'est vrai que chez nous, elle va dire, je ne suis pas venu parce que je n'avais pas de problème. Non. Tu viens pour qu'on t'évite d'avoir des problèmes. Voilà. Docteur, pendant la grossesse, beaucoup de femmes expriment des besoins particuliers, parfois même surprenants. Du genre à minuit, quelqu'un qui te dit qu'elle veut manger le chêne grillé ou la papaye non mûre. Est-ce que cela peut s'expliquer scientifiquement ou alors cela relève des caprices? Je ne dirais pas que ça relève des caprices tout simplement. Vous savez, le bien-être ou la santé, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Ça a aussi un aspect qui est psychologique et tout ça. Alors, une femme qui est enceinte a besoin parfois aussi de l'attention de son partenaire. Si l'attention là va passer par des besoins jugés parfois un peu extravagants, il faut parfois essayer de les satisfaire, c'est pour qu'elle soit en santé. En même temps, vous allez remarquer que cette femme n'exprime pas ses besoins à tout le monde. Elle exprime ses besoins parfois à son partenaire. Voilà. Donc, l'enfant, c'est deux personnes. Donc, peut-être pendant qu'elle porte sa grossesse, elle veut bien sentir que le partenaire, d'une façon ou d'une autre, il participe aussi. Docteur, une fois les 9 mois écoulés, vient le moment tant attendu, je dirais même le moment redouté qui est l'accouchement. Comment savoir que le corps est prêt à expulser le bébé? Comment savoir que le corps est prêt à expulser le bébé? Lorsque le corps est prêt à expulser le bébé, il annonce. Il annonce. Il y aura des symptômes qui vont montrer que le travail est imminent. Notamment, il y a des femmes qui vont appeler la gynécologue, appeler le médecin pour dire j'ai vu quelque chose sortir un peu comme de la mort. Généralement, ce qui va précéder le travail, on aura le bouchon muqueux, qui est comme un petit élément qui vient boucher le col, qui lui va quitter pour dire le travail est imminent. Mais la preuve que le travail a commencé, ce sont les douleurs. Ce sont les douleurs. Mais je voudrais dire aux femmes qu'un accouchement, ça se prépare. Ça se prépare. Et l'accouchement, ça ne se prépare pas le jour de l'accouchement. Lorsqu'une femme a son projet de conception, ou même pour celles qui n'ont pas eu de projet, où la grossesse a surpris, si la grossesse ne suit pas quelqu'un, on a 9 mois pour se préparer à l'accouchement. Parce que ce que nous on voit dans notre contexte, on voit des femmes débarquer en salle d'accouchement après avoir porté une grossesse pendant 9 mois sans être préparées à cet accouchement. Être préparées à l'accouchement. Qu'est-ce que vous observez généralement? Généralement, ils vont débarquer dans nos hôpitaux. Nous sommes dans un contexte où, malheureusement, le patient doit payer de sa poche. C'est comme ça. Mais on remarque que les femmes, après avoir porté des grossesses pendant 9 mois, vont débarquer dans les maternités où elles n'ont pas été suivies, sans 5 francs en poche. Là, c'est problématique. Parfois, sans être accompagnées. C'est très problématique. Elle ne devrait pas venir seule en salle d'accouchement. Une femme doit savoir l'endroit où elle va accoucher. Généralement, on doit même faire visiter, elle doit savoir, quand je viens, je me dirige à tel endroit, elle doit savoir où elle va accoucher. Elle doit savoir quel est le prestataire qui doit faire son accouchement. Dans les hôpitaux où il y a des gynécologues, il y a des sages-femmes, elle peut décider que je veux que mon accouchement soit fait par un gynécologue. Elle doit se préparer financièrement.
Si une femme ne serait que 5 000 ou 10 000 par mois, pendant 9 mois, elle ne va jamais débarquer dans une maternité sans 5 francs. Ça fait partie de la préparation. Elle doit avoir quelqu'un qui doit prendre les décisions. C'est pour ça qu'on ne vient pas seul. Ouais. Parce que l'accouchement, c'est un événement qui parfois peut être incertain. Ça peut finir par une chose, ça peut finir par autre chose. Il faut quelqu'un qui va prendre des décisions. Il faut parfois un donneur de sang. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelqu'un dans les parages qui dit si on a besoin de transférer cette dame-ci parce qu'on dit l'accouchement peut saigner. Lorsqu'on sait qu'on va accoucher, on doit avoir quelqu'un qu'on peut klaxonner à tout moment pour dire j'ai besoin. Une femme qui est enceinte doit pouvoir, dans la préparation de l'accouchement, savoir qui va transporter cette dame-là de chez elle jusqu'à l'hôpital. Ça va éviter qu'elle entre en travail, on commence à chercher le taxi, finalement on voit les femmes qui accouchent à Yaoundé dans le taxi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne préparation à l'accouchement parce que tout ça entre en ligne de compte lorsqu'on prépare un accouchement. Ok, le message est passé, docteur. Bon, je vais vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser. Je compte sur votre sincérité. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus des césariennes inutiles? Ça rapporte beaucoup, il paraît-il. Est-ce qu'il n'y a pas de césarienne inutile? Oui, c'est-à-dire des choix de césarienne qui sont faits par le personnel soignant, guidés par de l'argent, on va le dire. D'accord, je ne peux pas m'ériger en tant qu'avocat pour ce que je fais. Je ne peux parler de ce que je connais. Oui. Et ce que je connais, et qui est vrai, c'est qu'on ne paie pas au Cameroun plus qu'ailleurs. Ça, c'est ce qui est vrai, qui est vérifiable. Au Cameroun, on fait moins de césariennes que ce qui est même recommandé. Allez regarder les statistiques, vous allez voir les pays comme le Brésil, c'est 50% de césariennes. 50% de césariennes. Vous voyez que chez nous, on ne paie pas beaucoup. Pour ceux qui disent qu'il y a des césariennes inutiles, une fois de plus, je ne parle que de ce que je connais. Ce que je sais, nous avons tous gagné dans les contextes où on voyait des enfants qui ne marchent pas, 3 ans, qui parfois ont des retards, des enfants qui ont des infirmités motricérébrales, qui sont des complications de travail d'accouchement parfois mal suivies, où on veut forcer la voie basse. Les césariennes sont venues pour résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on ne paie pas une dame pour rien. En tout cas, de la pratique que je connais, de la pratique que je connais de mes collègues, de la pratique que je connais de mes maîtres, on ne paie pas une dame pour rien. Et généralement, je pense que pour opérer une dame, on explique à la dame les raisons. Tout médecin qui va opérer une dame doit pouvoir expliquer à la dame logiquement et en français facile pour qu'elle comprenne les raisons pour lesquelles on veut faire la césarienne. Mais le problème dans la pratique que moi j'ai, c'est qu'il y a des gens qui disent je ne veux pas de césarienne. Mais croyez-moi, l'issue est parfois dramatique. L'issue est parfois dramatique. Soit on va perdre la dame, soit on va perdre le bébé, parfois les deux. Et parfois vous réussissez même à faire un accouchement par voie basse. Mais vous rentrez chez vous avec un enfant qui n'en est pas. C'est un enfant qui ne va pas marcher, c'est un enfant qui ne va pas parler. Vous allez rentrer avec un fardeau chez vous. Généralement, c'est pour ça qu'on dit aux femmes de ne pas débarquer dans les maternités pour accoucher. Faites-vous suivre dans les endroits où il y a des médecins qui peuvent suivre votre grossesse d'un bout à l'autre. Si tu avais un médecin pendant 9 mois de ta grossesse, vous avez déjà eu une relation patient-soignant. C'est-à-dire que tu connais un peu l'attitude de ce médecin-là. Tu peux savoir si c'est quelqu'un qui est friand d'argent ou pas. Alors, à la fin, lorsqu'il va t'expliquer, si tu connais sa façon de faire, lorsqu'il va t'expliquer que madame, ça ne va pas bien parce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose, c'est quelque chose que tu connais depuis, tu vas trouver ça logique. Généralement, ça passe mieux. Je suis sûr c'est qu'il y a des gens qui débarquent et quand on dit ça ne va pas, il faut telle chose, telle chose, telle chose. On se braque. Et à côté de ça, il y a beaucoup de charlatans dehors. C'est-à-dire, il y a des patients qui, dès la première consultation, il y a une indication opératoire.
C'est-à-dire que le personnel médical qui connaît ce qu'il fait, dès qu'il t'a vu, il a vu tes antécédents. C'est une dame qui a été opérée pour macrosomie et le bassin n'était pas bon. Il sait qu'on va t'opérer. Mais il y a des charlatans qui vont vous dire, madame, on peut te faire accoucher par voie basse. Donc on a déjà inculqué à cette dame-là que non, tu peux accoucher par voie basse. Quand finalement à la fin, on dit qu'on va l'opérer, elle se braque. Opérer une dame, il faut un processus pour accepter la chirurgie. Surtout que les gens ont peur de la chirurgie. Certainement, tu vous dis qu'il y a ma voisine qu'on a opérée, elle n'est pas sortie. Faites confiance à votre médecin. Il n'y a pas un médecin qui est dehors pour chercher l'argent. En plus, parce que quand on opère, ça part dans les poches du médecin. Si avec les scènes que je fais, si c'est que ça aide dans ma poche, je serais riche. Mais tout va, je suis un pauvre type. On peut pas le dire, docteur. Docteur, est-ce que dans votre pratique médicale, vous avez eu à recevoir des femmes qui préfèrent plutôt cette voie-là? Peut-être de peur, de douleur, par exemple. Alors, vous parlez de ce qu'on appelle césarienne prophylactique, c'est ça? Non, césarienne de convenance. Je ne connais pas le terme médical, mais c'est-à-dire qu'elle préfère, c'est son choix. Elle peut accoucher par voie basse, mais elle dit je préfère que vous me faites accoucher par... Le terme médical, c'est césarienne de convenance. Merci. Césarienne de convenance. Césarienne de convenance parce qu'il n'y a pas d'indication sur le plan médical. Moi, je ne pratique pas de césarienne de convenance. Ah bon? Je ne pratique pas. Et mes maîtres qui m'ont appris la gynécologie ne pratiquaient pas de césarienne de convenance. Parce que la chirurgie n'est pas un acte banal. Mais effectivement, j'ai reçu des dames, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une dame que j'avais programmée pour une induction du travail. Et elle débarque le matin avec ses affaires pour l'induction comme c'est prévu. Et avec son mari, ils me disent, donc est-ce que ce n'est pas mieux la césarienne? On a appris que l'induction, ça fait très mal, elle ne veut pas souffrir. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on le fait? Mais quand tu expliques à la dame, cette dame elle a accouché. Quand tu l'expliques, elle finit par comprendre que la césarienne, ce n'est pas... C'est pas nécessaire. Oui, ce n'est pas nécessaire, elle accepte. Alors, vous comprenez que si on peut repousser pour expliquer à une dame qui veut la césarienne, que non, madame, la voie basse est préférable. Et que les gynécologues ne sont pas là pour opérer les dames à tort et à travers. Ok. Docteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez donner 3 conseils phares à un couple qui a un projet de vie? 3 conseils phares. Un bébé, c'est 2 personnes. Un bébé, c'est 2 personnes. Pour faire un bébé, on doit être 2 et on doit être d'accord du projet. Pour faire un bébé, le premier conseil, c'est un projet, on doit être 2. Pour faire un bébé, on doit s'assurer que nous sommes compatibles sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on a fait le bilan nécessaire pour ne pas avoir un enfant malade qui sera un fardeau pour nous après. Et pour faire un bébé, il faut s'assurer qu'on a le minimum pour conduire la grossesse, au moins jusqu'à l'accouchement. Au moins ces 3 choses-là. Être 2, faire le bilan nécessaire et s'assurer qu'on peut au moins conduire une grossesse jusqu'à sa fin. Au moins d'un point de vue psychologique et même financier. Donc, en quelque sorte, vous ne conseillez pas un couple de faire un enfant? Non. Pour faire un enfant, avoir les moyens pour suivre une grossesse, il ne faut pas être un milliardaire. C'est pour avoir le minimum. Tu vas recevoir des femmes en consultation qui vont te dire, je n'ai fait aucun examen. Mais elle a un téléphone de 200 000 en main. Vous voyez que ce n'est pas un problème d'être riche. C'est un problème quand même de savoir que si veut faire un bébé, ce n'est pas quelque chose qui va. C'est une priorité. Il faut mettre la priorité sur ce qu'on veut faire. On ne fait pas un bébé pour laisser à la nature. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de la santé de la femme, qui est ce que nous avons décidé de faire de notre vie. Donc, vraiment, merci de nous avoir invités. Et ce sera toujours un plaisir pour nous de répondre à vos invitations. Merci davantage, docteur. Merci d'avance, docteur.
Nous remercions le docteur David Nekou pour la clarté des explications et les informations pertinentes qu'elle a décidé de partager avec nous. Si cette émission vous a parlé, partagez-la autour de vous et abonnez-vous, activez sur la cloche de notification pour bénéficier, n'est-ce pas, de nouvelles vidéos que nous proposerons avec vous.